کنفرانس در ژنو، تالار تاریخی ویکتوریا. اشرف، ایران، چشماندازهای نوین. با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. 22 سپتامبر 2011، 31 شهریور 90. جان بروتون، نخست وزیر ایرلند 1994 1997، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در آمریکا 2004 2010. رودی جولیانی، شهردار نیویورک در سال 2001، شهردار جامعه بین المللی در نیویورک، کاندیدای ریاست جمهوری. Your dream is the dream of America. The people living in freedom. ادوارد رندل، فرماندار پنسیلوانیا 2002 2011، رئیس حزب دموکرات 1999 2001. And now it's time for us to do the same at Ashraf. And we have failed at Ashraf. مایکل موکیزی، وزیر دادگستری آمریکا 2007 2009. The mullahs executed anyone with a connection with Camp Ashraf. گونتر فرهویگن، نایب رئیس کمیسیون اروپا 2004 2010. لوئی فری، رئیس FBI 1993 2001. President Rajavi, we applaud your leadership. We honor your programs. ژنرال جیمز تری کانوی، فرمانده نیروی تفنگداران دریایی آمریکا 2006 2010. I tell you those things because I probably tell you something you already know. These people are not terrorists. سفیر میچل ریس، مدیر سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا 2003 2005، نماینده ویژه در ایرلند شمالی تا 2007. There needs to be international monitors, preferably UN monitors, placed at the camp to safeguard the residents. ماتیو اوفورد، نماینده پارلمان انگلستان. سناتور جورجو بورناچین، عضو سنای ایتالیا. Il campo di Ashra è ancora sotto l'assedio, soprattutto quello sanitario. نمایندگان پارلمان فدرال سوئیس ژان شارل ریل، اریک بورو، لوک بارتاسا. Et j'aimerais vous dire que madame, vous êtes ici chez vous. Les héros d'Ashraf subissent un blocus inhumain, en particulier médical. Les résidents d'Ashraf ont été reconnus comme demandeurs d'asile par le Haut Commissariat aux réfugiés. اریک سوتاس، سازمان جهانی علیه شکنجه. Cette reconnaissance, c'est une reconnaissance que nous cherchions depuis longtemps. ژان نیلز دوداردل، عضو شورای قانونگذاری ژنو، نماینده پارلمان فدرال سوئیس 1991 2003. Mais la situation reste dramatique à Ashraf. رمی پاگانی، عضو شورای اداری ژنو.
کنفرانس در ژنو، تالار تاریخی ویکتوریا. اشرف، ایران، چشماندازهای نوین. با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. 22 سپتامبر 2011، 31 شهریور 90. Mesdames et Messieurs, chers invités, au nom du Comité suisse pour la défense d'Ashraf, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et de participer ainsi à cette conférence internationale en solidarité avec les habitants du camp d'Ashraf. Notre comité suisse a été fondé en 2008. Il y avait alors une grande crainte qu'avec le transfert aux forces irakiennes de la protection d'Ashraf, cette protection devienne parfaitement vaine et malheureusement, cette crainte s'est réalisée dans les faits puisque vous savez que ce sont précisément les forces irakiennes, avec l'appui de meurtriers iraniens, qui ont provoqué 47 morts en deux reprises sur le camp d'Ashraf, la dernière fois le printemps de cette année. Et des centaines de blessés sont également à déplorer, qui sont aujourd'hui sans possibilité de soins médicaux suffisants et adéquats du fait du boycott, du siège que doit subir le camp d'Ashraf. En août 2011, nous avons déjà organisé une conférence internationale qui a eu un grand succès et qui a permis des avancées dans les discussions avec les organisations internationales qui sont là pour protéger en fait le camp d'Ashraf, entre autres et surtout les discussions avec le HCR ont avancé de manière très positive et évidemment cette circonstance vous sera développée maintenant par cette conférence. Nous devons continuer de développer des revendications
à l'égard essentiellement de la communauté internationale et des organisations internationales ici à Genève. Je remercie les invités de s'être déplacés ici aujourd'hui à Genève pour prendre la parole. Ils seront présentés les uns après les autres. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Eric Sotas, qui va être le médiateur de cette conférence. Monsieur Eric Sotas est depuis de très longues années un soutien indéflectible au camp d'Ashraf, aux résidents du camp d'Ashraf et à la résistance iranienne. Je salue tout particulièrement les résidents, les familles des résidents du camp d'Ashraf qui maintenant, depuis 101 jours, tiennent un sit-in quotidien sur la place des Nations, ici à Genève, avec une énergie et une volonté de vaincre pour leurs familles en danger de mort dans le camp d'Ashraf. Je salue le courage de ces personnes ici à Genève qui apportent un soutien indéflectible et surtout efficace. Je crois que ce qui vous sera rapporté aujourd'hui le démontrera. Donc Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cette conférence qui, comme cela vient d'être rappelé, fait suite à celle que nous avons tenue en août de cette année, se tient dans un moment particulièrement clé, difficile, mais je dirais aussi dans un moment où l'espoir commence à être permis. Comme vient de le rappeler Niels de Dardel, dès l'annonce par les Américains de leur retrait de l'Irak, la question de la protection des résidents du camp d'Ashraf s'est posée. Pour une raison simple, les nouvelles autorités irakiennes, très rapidement, ont montré, d'une part, une faiblesse pour contrôler la situation, mais d'autre part aussi, leur incapacité à résister aux pressions de Téhéran qui entendait éliminer ces combattants ayant déposé les armes. C'est pourquoi nous avons, dès le début, tout d'abord demandé aux Américains de régler cette question avant leur départ. Le haut-commissaire aux réfugiés, constatant que dans le fond, l'Irak n'était pas en mesure, n'avait pas de législation suffisante et d'autorité suffisante pour protéger des personnes qui manifestement pouvaient être considérées comme des réfugiés, mais a accepté que soit mis en place un mécanisme permettant d'interroger tous les résidents d'Ashraf individuellement pour déterminer, pour chacun d'entre eux, s'ils sont des réfugiés au sens statutaire du terme, et dans ce cas-là, leur accorder la protection à laquelle ils ont droit. C'est là, je dirais, un changement considérable. Alors me direz-vous, la question est réglée, loin de là. Et c'est pour ça que cette conférence est importante. Pour que ce processus puisse avoir lieu, il faut qu'une protection soit assurée durant toute la période de l'enquête que doivent mener ces experts internationaux indépendants. Les personnalités qui vont intervenir les unes après les autres préciseront quelles sont les possibilités qui peuvent être envisagées et diront aussi l'appui qu'elles vont apporter à ces solutions. Je vous remercie et je donne maintenant la parole à Monsieur Rémi Pagani. Monsieur Rémi Pagani est membre du Conseil administratif de Genève et, à ce titre, il s'adresse à vous pour la bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité de soutien aux réfugiés d'Ashraf,
Monsieur Giuliani, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom des autorités de la ville de Genève, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à Genève pour celles et ceux qui viennent de loin pour cette réunion internationale et puis d'affirmer ici notre soutien inconditionnel à la protection dont vous avez droit. J'ai été dans le cadre du 60e anniversaire des conventions de Genève à Srebrenica, au Rwanda. J'ai vu quels dégâts avait fait la non-intervention et la non-solidarité de la communauté internationale, alors que ces peuples et ces combattants avaient le droit, selon les conventions de Genève, d'être protégés. J'ai été aussi au sud Kivu, au Rwanda, en République démocratique du Congo. J'ai vu aussi les carences de la communauté internationale. J'espère et je souhaite, et la ville de Genève est à vos côtés, pour que ça ne se passe plus, que la communauté internationale fasse régner le droit qui a été construit ici à Genève, dans la cité dont je suis fier, et j'entends bien participer à votre combat. Je vous remercie de votre attention. Je donne maintenant la parole à Monsieur Jean-Charles Riel, conseiller national, qui dira quelques mots sur les initiatives auxquelles j'ai rapidement fait allusion dans le cadre national. Madame la Présidente, chers collègues du Conseil national André Raymond qui est ici, Messieurs les collègues américains, je vous salue une fois de plus. Nous avons eu la chance en quelques semaines d'avoir la présidente Mme Rajavi à 2 reprises ici à Genève et j'aimerais vous dire que Madame, vous êtes ici chez vous parce que Genève est la ville des droits de l'homme, parce que Genève a les institutions qu'il faut pour que les gens d'Ashraf soient reconnus dans leur statut de réfugiés. Et je sais qu'il y a un premier pas qui a été fait de reconnaître comme demande d'asile. Aujourd'hui, pour que les gens d'Ashraf soient protégés, il faut absolument que le UNHCR reconnaisse le statut de réfugié. Et je vous remercie, chers collègues des États-Unis, d'être présents. On était ensemble à Paris, on était ensemble ici à Genève. Merci de votre présence. C'est extrêmement important de savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis doivent sortir l'OMPI des groupes terroristes, comme l'a fait l'Europe. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est significatif. Et merci vraiment de vous battre ici et naturellement bienvenue dans notre ville, ici à Genève. Il faut trouver une solution globale pour Ashraf. J'ai pris connaissance de ces listes de blessés avec leurs pathologies, avec leurs maladies pour lesquelles actuellement ils n'ont pas les soins minimums qu'on doit avoir lorsqu'on a ce type de pathologie ou qu'on a eu ce type de blessure. Il n'est pas question qu'Ashraf revive ce qu'il y a eu quelques mois lorsque les Irakiens sont rentrés dans le camp. Il est extrêmement important aujourd'hui de passer un message clair. Je tenais à vous dire, Madame, vous êtes chez vous. Nous sommes ravis en si peu de temps de vous accueillir à 2 reprises. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous voir dans notre ville. Eh bien maintenant, il est temps de passer à un temps humanitaire, c'est-à-dire de pouvoir garantir la protection des résidentes et résidents d'Ashraf. Nous devons tous et toutes nous battre pour que les gens d'Ashraf puissent être des gens protégés, libres et surtout accéder aux soins, et nous ferons tout cela. Vous avez notre parole, Madame Rajavi, avec un certain nombre de personnes. J'espère que nous pourrons vous dire que la Suisse peut faire son travail, celle de l'humanitaire. Merci. Merci. Maintenant, j'appelle Madame Myriam Rajavi. C'est la présidente du Conseil national de résistance
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de présenter Madame Rajavi. Elle est la présidente du Conseil national de la résistance d'Iran et je dirais la voix la plus autorisée pour nous parler de la situation non seulement d'Ashraf, mais de la situation de l'ensemble de ceux qui aujourd'hui résistent à l'oppression qui sévit dans son pays. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis à Genève, ville des droits de l'homme, des organisations, des conventions et des droits internationaux, et la ville où militait le professeur Kazem Rajavi, le grand martyr des droits de l'homme qui a sacrifié sa vie pour les droits de l'homme en Iran. Oui, nous sommes ici pour parler des droits de l'homme et d'une violation des droits internationaux et des conventions de Genève. Pour parler de cette grande prison, l'Iran, où 80 millions de personnes sont réprimées tous les jours par les mollahs, et pour parler d'Ashraf, où depuis presque 3 ans, les habitants sont en résidence surveillée et chaque jour, leurs droits sont piétinés. Et cela demande une réaction rapide des instances internationales et des gouvernements. Des participants du sitting devant les Nations Unies sont aussi parmi nous. Cela fait 150 jours qu'ils sont devant les bureaux de l'ONU pour soutenir Ashraf. Actuellement, des milliers d'Iraniens manifestent contre la présence d'Ahmadinejad à l'ONU. Ils crient qu'un assassin n'est pas le représentant du peuple iranien à l'ONU. Je voudrais leur dire à eux et à vous ici que vous êtes non seulement une fierté pour le peuple iranien, mais aussi pour le monde entier. Car vous êtes la bannière des droits de l'homme du peuple iranien. Hier, dans une réunion à l'ONU, j'ai insisté sur votre demande de protection d'Ashraf. Le HCR a reconnu les résidents d'Ashraf, selon le droit international, comme demandeurs d'asile qui bénéficient des protections essentielles. C'est un pas positif, mais ce n'est pas suffisant. Le HCR doit continuer dans ce domaine. Maintenant, pour faire obstacle à un autre massacre, le secrétaire général de l'ONU doit annoncer que Ashraf est une zone non militaire sous la surveillance des Nations Unies. Il doit aussi ordonner l'installation à Ashraf d'observateurs de l'ONU. En même temps, le Haut Commissariat aux droits de l'homme doit ouvrir dans les meilleurs délais une enquête indépendante, transparente et complète sur la tragédie du 8 avril. Ce sont les mesures cruciales car le gouvernement irakien insiste chaque jour sur son ultimatum pour fermer Ashraf à la fin 2011. Ces engagements ne sont pas seulement en faveur du peuple iranien.
il donne aussi une crédibilité à l'ONU aux yeux des peuples du Moyen-Orient. Chers amis, la crise d'Ashraf est au centre d'une crise plus grande, c'est-à-dire la crise iranienne. D'une part, elle reflète la persévérance du peuple iranien pour la liberté et d'autre part, elle montre la situation du régime iranien. Le régime des Mollahs est plongé dans une crise en 4 points. Premièrement, la société iranienne est profondément mécontente. Comme on a constaté il y a 3 semaines, même avec une vaste répression, des manifestations ont éclaté à Urumie et à Tabriz, au nord-ouest de l'Iran. Deuxièmement, les révolutions dans la région ont augmenté le danger d'une révolte en Iran. En plus, elles ont provoqué une division dans le front régional des Mollahs. Troisièmement, la faillite économique du régime a provoqué un taux d'inflation de 20%. Le chômage est à 17%. La croissance économique est à 0 et les usines du pays ne travaillent qu'avec 30% de leur capacité. Et quatrièmement, il y a la crise interne au sommet du pouvoir, notamment la confrontation entre Khamenei et Ahmadinejad, que les Mollahs estiment comme la pire division depuis le début du régime. Maintenant, la question majeure, c'est de savoir pourquoi, avec ces crises, les Mollahs ne sont pas renversés. Pourquoi, avec le printemps arabe, les révoltes n'ont pas éclaté en Iran? Les manifestations de 2009 et 2011 annulent l'hypothèse d'un soutien populaire aux Mollahs. Le peuple iranien, surtout les jeunes, déteste profondément ce régime. Le peuple iranien a fait d'énormes sacrifices dans son combat avec la dictature. 120 000 exécutions sont les preuves de ce sacrifice et le résultat, c'est un mouvement organisé doté d'un programme démocratique. Malgré tout, quelle est la raison de la survie des Mollahs? La première raison, c'est la répression qui n'est comparable à aucune dictature contemporaine. Ce régime utilise 70 organes répressifs. En fait, la totalité du système est une machine de répression. Les plus hautes autorités du régime, comme son président, ont pratiqué des tortures dans les prisons. L'économie, la radio-télévision, les médias, les mosquées et le système juridique font tous partie de ce système répressif. Les lycées sont contrôlés par des caméras de surveillance. Les universités ressemblent à des casernes. Le fascisme religieux contrôle même la vie privée du peuple iranien. Et la deuxième raison, c'est l'aide des gouvernements occidentaux. S'ils n'avaient pas aidé,
les mollahs, ce régime n'aurait pas pu survivre. Le mot complaisance ne décrit pas assez cette politique. Face à cette oppression du fascisme religieux, le peuple iranien a besoin d'un mouvement organisé pour gagner sa liberté. La politique occidentale accompagne le régime dans la répression de ce mouvement. Avec l'étiquette de terrorisme, ils ont prolongé la vie des mollahs. Vous n'avez pas oublié le soulèvement de 2009 en Iran. Certains disent qu'à l'époque, les États-Unis étaient neutres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Juste au moment du soulèvement, les États-Unis ont transféré la protection d'Ashraf en Irak à un gouvernement fidèle à Khomeini. C'était le plus grand cadeau fait aux mollahs. Sans ce transfert, Khomeini n'aurait pas pu attaquer Ashraf en 2009 et par conséquent, la situation des révoltes en Iran aurait été différente. Certains se demandent, mais pourquoi cette politique erronée? C'est à Washington de répondre pourquoi il continue sa politique erronée avec des dégâts immenses pour le peuple iranien, comme dans le passé avec le coup d'État contre le docteur Mossadegh en 1953, leur soutien solide au Shah ou le scandale d'Iran Contra dans les années 80. En 1997, ils ont inscrit l'OMPI sur la liste noire car ils voulaient renforcer les soi-disant modérés au sein du fascisme religieux. Récemment, les États-Unis ont encore tourné le dos à leur responsabilité vis-à-vis des résidents d'Ashraf afin de plaire au régime des mollahs et à ses alliés en Irak. Certains se demandent pourquoi, d'une part, les gouvernements occidentaux ont sanctionné les mollahs, mais d'autre part, ils ont fait pression sur la résistance. Pourquoi cette contradiction? En fait, tant que les gouvernements occidentaux enchaîneront la résistance, les sanctions ne seront pas sérieuses. L'OMPI est la force du changement. Quand la force du changement est enchaînée, aucune mesure contre le régime n'est efficace. En 2010, 8 pays européens se trouvaient dans la liste des 15 premiers pays exportateurs en Iran. Ils ont vendu un total de 12 000 produits à l'Iran. Tous ces produits sont quasiment industriels. Les mollahs équipent leur industrie militaire et nucléaire avec ces produits. En plus, la plupart sont achetés par des entreprises liées au pastorat. Chers amis, malgré toutes ces pressions, la résistance iranienne a persévéré et a démontré sa légitimité et sa base populaire. La dictature en Iran arrive à sa fin et il est certain que tous ceux qui l'aident subiront un échec. Mais malgré toutes ces pressions, il ne fait aucun doute que la dictature des mollahs sera renversée par la volonté du peuple iranien et
de sa résistance organisée. Je vois qu'un jour, Téhéran ne sera plus la capitale de la répression et de l'exportation du terrorisme. Ce sera la ville des droits de l'homme, une source d'inspiration pour l'égalité entre les femmes et les hommes, une ville sans exécution ni torture, une ville exemplaire pour l'ONU et des organisations internationales et la cité de la liberté et de la démocratie. Merci. Je crois de tout mon corps dans la venue de ce jour. Je vous remercie. Merci à Madame la Présidente pour ce discours remarquable de militance et ce témoignage de mobilisation sur une si longue période dans des circonstances aussi difficiles. Nous allons maintenant avoir un intermède musical. Cet intermède musical a ce site particulier que ce sont des musiciens du camp d'Ashraf qui vont jouer. Et je voudrais souligner ce signe d'espoir dans un camp sous cette pression de créateurs, d'artistes qui expriment que dans la population, parmi les résidents, la création artistique n'est pas interrompue et qu'elle est le meilleur signe non seulement de vitalité, mais d'espoir pour la liberté. Sta in fronte
shining and the darkness is falling. We'll meet again in a shiny day. چه روز و شبها چشمانم نخوابی، بر بام رویا چهره تو را میدید. ای مهر روشن پیغام شکفتن، میدانم روزی میتابی بر من. تو ساره My love will shine throughout the night. طلوع کن ای مهر زیبا بر روبمان از